Pendant que l'on se parle, le Premier ministre israélien a réagi sur les réseaux sociaux. C'est ce que Benjamin Netanyahou a déclaré. Ce soir, nos forces ont rendu les corps de 6 otages qui étaient détenus par le Hamas. Nos cœurs souffrent de cette terrible perte. Je voudrais remercier les courageux combattants de Tzahal et du Shin Bet pour leur courage et leur action déterminée. Voici la suite. L'État d'Israël continuera de tout mettre en œuvre pour rendre toutes nos personnes enlevées. On le rappelle, Grégory Phillips, il y a encore une centaine d'otages qui sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Oui, et combien sont encore vivants? C'est aussi la question. Betsabé disait une centaine. Sans doute plusieurs dizaines sont malheureusement décédés. C'était le cas de 5 des 6 otages dont les corps ont été récupérés par Tzahal. D'abord pour les familles, on imagine que on récupère les corps. On sait qu'il y avait un espoir d'ailleurs pour un de ces otages. Pour l'un d'entre eux. Donc on imagine à la fois l'immense douleur que ça doit être, et pour les otages dont on savait qu'ils étaient décédés, le soulagement, je ne sais pas si le mot est le bon, mais de savoir qu'on a récupéré les dépouilles de leurs proches. Donc ça, c'est pour l'aspect humain des choses. Vous avez face à ça la souffrance terrible des Palestiniens. On est, selon le Hamas, à plus de 40 000 morts, 10 mois de guerre. Et le plus désespérant dans cette affaire, c'est qu'on ne voit pas arriver de cessez-le-feu. C'est-à-dire que les négociations se poursuivent. Vous l'avez dit, Blinken est en Égypte aujourd'hui, et il disait il y a 48 heures, on est peut-être là aux dernières chances d'obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages. Et honnêtement, je ne sais pas ce que monsieur l'ambassadeur en pense, mais moi je suis assez pessimiste sur ce cessez-le-feu. Le 7 octobre, on sera à 1 mois de guerre et on ne voit pas d'issue, on ne voit pas de solution d'aucun côté que ce soit. Est-ce que la diplomatie, les efforts intenses, notamment des Américains, vont déboucher sur quelque chose? Personnellement, je suis assez pessimiste. Oui, monsieur l'ambassadeur. Je crois qu'en effet, la mission de plusieurs jours du secrétaire d'État Blinken dans la région avait précisément pour objectif d'arriver à cet accord. Et c'est très important également pour Joe Biden et pour Kamala Harris, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure. Je suis un peu comme vous, malheureusement, plutôt pessimiste, parce que Netanyahou, à chaque fois, et on le sait, puisque des membres de son gouvernement même l'ont dit, a tendance à rajouter des conditions pour atteindre le cessez-le-feu. Bien que Joe Biden ait dit, je crois hier, que c'est au Hamas maintenant de faire un pas pour aller vers le cessez-le-feu. En réalité, Netanyahou n'est pas véritablement demandeur. Il est obligé de participer à cette négociation parce que les Américains l'y obligent naturellement. Mais il veut garder pour Tzahal un certain nombre de garanties de contrôle de la zone de Gaza, notamment des possibilités d'incursion à tout moment, j'allais dire ad nutum, en fonction de renseignements que l'armée pourrait avoir. Et ça, c'est un peu contraire au cessez-le-feu, bien entendu. Et puis, l'armée israélienne, pour M. Netanyahou, devrait garder le contrôle de certains grands axes qui, dans le fond, quadrilleraient finalement la zone de Gaza et la maintiendraient sous surveillance. Je crois qu'en effet, on est encore un peu loin du compte, et c'est difficile parce que, évidemment, du côté du Hamas, il y a également des extrémistes qui probablement ne souhaitent pas, en réalité, non plus véritablement le cessez-le-feu. On le disait, la question des otages est centrale justement dans cette demande de trêve. Je vous fais écouter le Premier ministre israélien qui s'est exprimé sur la question hier, Benjamin Netanyahou, qui a rappelé que c'était l'une de ses priorités, libérer ces otages vivants et les ramener en Israël. Je voudrais souligner les efforts visant à libérer un nombre maximum d'otages vivants dès la première étape de l'accord. Vincent Crouzet, on sait que le renseignement est crucial pour permettre la libération aussi de ces otages, pas seulement le bon vouloir du Hamas, mais en attendant, c'est le renseignement aussi qui est très utile et nécessaire. Oui, mais très grande complexité en fait pour identifier en fait les lieux de détention, dans la mesure où les groupes d'otages ont été dispatchés évidemment à
de nombreux endroits différents, parfois même détenus au sein de familles, familles parfois qui détiennent des groupes de 2-3 otages, parfois détenus aussi dans des endroits un peu sensibles, type écoles, hôpitaux, etc. Donc difficile de frapper. Les Israéliens disposent d'un très grand savoir-faire en ce qui concerne la libération d'otages à travers leurs unités spéciales, les Sayeret Matkal. Maintenant, c'est très difficile d'opérer à Khan Younes et dans le sud de la bande de Gaza. Alors, je pense que l'espoir à l'heure actuelle concernant la libération d'otages vient des Égyptiens. Et l'étape égyptienne de Blinken est très importante. Pourquoi ? Parce que les services secrets égyptiens, le Mukhabarat, donc, qui est dirigé par le grand maître espion d'Al-Sisi, Abbas Kamel, en fait, est en permanence au contact du Hamas. Pourquoi ? Parce que le Hamas a besoin du Mukhabarat pour sécuriser la sortie des membres du Hamas, quand les membres du Hamas sortent de Gaza. Et en fait, le Mukhabarat peut jouer sur des rapports de force avec le Hamas. Et c'est peut-être une carte importante que détient Al-Sisi. C'est pour ça que l'étape égyptienne de Blinken aujourd'hui est cruciale. Oui, on le rappelle, il était en Israël hier et il est arrivé en Égypte ce matin. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, Elisabeth Shepard-Salam ? Tout à fait. Il ne faut pas négliger, il n'y a pas que Netanyahou qui rajoute des nouveaux critères. On a vu le Hamas le faire aussi. Alors, autant les États-Unis que la population israélienne, parce qu'il y a beaucoup de manifestations dans la rue pour libérer les otages. Donc, Netanyahou a aussi ça comme pression. Autant sur le Hamas, c'est vraiment les Égyptiens qui peuvent jouer un rôle aujourd'hui. Et du coup, c'est très important que Blinken aille là-bas. On sait très bien que certainement les Égyptiens ont beaucoup plus de contact avec le Hamas que d'autres, surtout avec la frontière maintenant fermée. Donc, vraiment très important d'essayer de mettre la pression sur les deux côtés, et ça devient de plus en plus difficile parce que en réalité on a cette impression que ni Netanyahou et une partie de sa coalition d'extrême droite et Sinwar qui de toute façon est maintenant à la tête de ce groupe terroriste, aucun a intérêt véritablement à trouver une solution. Ce qui est inquiétant là-dessus, c'est pour les populations civiles, que ce soit palestiniens ou les otages israéliens, ou même pour la sécurité d'Israël, c'est qu'à un moment, il va falloir passer à un accord qui garantit la sécurité et un cessez-le-feu, et on est très loin du compte. C'est justement pour cette raison qu'Antony Blinken vient d'arriver en Égypte. On le rappelle, hier, il a rencontré le président Herzog, mais aussi le Premier ministre israélien. Je vous fais écouter Antony Blinken hier. Just last week, la semaine dernière, le président a présenté une proposition au Qatar et à l'Égypte pour tenter de combler les lacunes qui subsistent entre les parties afin de parvenir à un accord sur ce que le président a présenté il y a quelques mois. Lors d'une réunion très constructive avec le Premier ministre Netanyahou aujourd'hui, celui-ci m'a confirmé qu'Israël acceptait la proposition de rapprochement, qu'il la soutenait. Il incombe maintenant au Hamas de faire de même. Grégory Phillips, est-ce que vous êtes optimiste ? Est-ce qu'on peut se dire qu'on se rapproche d'une éventuelle trêve ou d'un accord ? Ce que dit le secrétaire d'État américain, c'est donc là, maintenant c'est au Hamas, enfin les choses sont sur la table, Israël est plus ou moins OK sur le plan de cessez-le-feu présenté par les Américains au printemps. Je dis bien plus ou moins, parce qu'il y a quand même des... Est-ce qu'on a les détails de ce plan ? Oui, le plan, c'est un arrêt des combats pendant plusieurs semaines, la libération des otages, un retrait progressif de l'armée israélienne, mais on le disait tout à l'heure, Netanyahou ne veut pas que ses troupes abandonnent Gaza pour la sécurité notamment des villes et des kibboutz limitrophes. Donc il n'est pas tout à fait d'accord avec cet accord. Voilà, je pense honnêtement que Netanyahou n'a pas signé l'accord américain sur chacun des points, et c'est une difficulté. Et de l'autre côté, c'est un peu passé sous les radars parce que l'actualité était aux États-Unis et ailleurs, mais dimanche à Tel Aviv, il y a eu une tentative d'attentat au camion piégé revendiqué par le Hamas, et c'est très inquiétant parce que ça veut dire que loin d'avancer vers un processus de paix, on n'en est évidemment pas là, mais un processus de cessez-le-feu, le Hamas dit on peut encore combattre, et avec ce moyen que les Israéliens ont malheureusement connu dans les années 2000, les attentats à la voiture piégée, cet attentat a échoué, la personne qui détenait la bombe a explosé avec, mais malheureusement ça a été revendiqué par le Hamas. Donc ça veut dire que ça peut être
une autre forme de combat mené à l'intérieur d'Israël, et c'est assez inquiétant. Et juste pour rajouter, le Hamas et le djihad islamique, c'était un exercice conjoint, leur revendication parle d'un exercice conjoint, et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment pro-Hamas, c'est des appels justement à ce qu'on a vu fin des années 90, début des années 2000, c'est-à-dire attaquer des bombes, des attaques terroristes contre des bus, contre des populations civiles. Donc on voit que ça s'empire plus que ça s'améliore sur le terrain. Juste avant son arrivée en Israël, Anthony Blinken a déclaré qu'il s'agissait d'une dernière chance d'obtenir un accord sur la trêve. C'est pas très optimiste. Ça veut dire que quasiment un an après le début de cette guerre, il s'agit d'une dernière chance. On est arrivé comme à un point de non-retour. C'est tellement difficile, en effet, puisque, compte tenu des protagonistes dans cette affaire, effectivement, il faut qu'à un moment donné, Netanyahou accepte de faire des concessions. Et il faut aussi que le nouveau chef du Hamas se montre plus accommodant. Or, il n'est pas sûr que l'un et l'autre aient un intérêt réel, un intérêt politique dans cette affaire. Donc c'est pour ça que c'est très très difficile d'y arriver. Vincent Crouzet. Oui, c'est aussi une question d'homme, hein, c'est ce que disait l'ambassadeur Blanche-Maison. C'est qu'à l'heure actuelle, les deux principaux acteurs ne sont pas les mieux disposés en fait à organiser une trêve. D'un côté, on a un dirigeant israélien qui est jusqu'au boutiste et qui surfe en fait depuis le 7 octobre pour se maintenir au pouvoir. Et de l'autre côté, on a quand même un assassin de masse qui est à la tête du Hamas, et on a l'impression qu'il y a plus beaucoup de contre-pouvoirs à l'intérieur du Hamas pour contrer Yahya Sinwar. Ce qu'il faudrait, ce qui serait intelligent, ce serait de dégager de nouveaux acteurs, et que les Israéliens comprennent par exemple qu'un acteur comme Marwan Barghouti, qui est en prison depuis maintenant 2002-2003, qui pourrait apparaître comme un visage modéré, alors je mets modéré entre guillemets, de la cause palestinienne, et qui pourrait reprendre le flambeau, parce que sinon c'est un petit peu sans espoir cette affaire-là. Vous y croyez, vous qui avez été correspondant en Israël pendant plusieurs années, Grégory Phillips? Barghouti, ça fait, je sais pas, 20 ans ou un peu plus qu'il est en prison, en détention. Et effectivement, il pourrait être un des acteurs palestiniens de demain, à condition que les Israéliens acceptent de le libérer. Et puis côté israélien, il y a quand même un mouvement qui tous les samedis soirs manifeste à Tel Aviv pour demander à dégager Netanyahou, qui effectivement est pris dans une course à son maintien politique. Et on voit bien qu'il y a quand même toute une partie du pays. On parle quand même de manifestations de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes dans Tel Aviv. Enfin, c'est pas anodin. Et tous les samedis soirs pour réclamer évidemment le retour des otages et le départ de Netanyahou. Donc oui, des nouveaux acteurs, c'est souhaitable. C'est évidemment pas pour demain ni pour après-demain, parce qu'aujourd'hui les acteurs, c'est ceux que vous venez de décrire, c'est Netanyahou, c'est Sinwar à Gaza qui vient donc d'être intronisé chef du Hamas après la mort d'Haniyeh, et puis de l'autre côté en Cisjordanie, parce que pareil on l'oublie un peu, mais la situation est vraiment dramatique dans les territoires occupés. Vous avez un Mahmoud Abbas vieillissant et corrompu qui a très peu de pouvoir politique, même quand la semaine dernière il dit qui compte se rendre à Gaza, même au prix de sa vie, etc. Les déclarations d'Abbas n'ont aucune portée, ni politique, ni diplomatique. Il n'est pas du tout au centre du jeu. Donc on a, oui, un vrai problème d'acteurs dans cette région, capable, je ne vais pas remonter aux accords d'Oslo, mais capable à un moment de dire on arrête de se battre. Là, le prix humain payé à Gaza est terrible. Enfin, on le rappelle suffisamment souvent, mais on est à plus de 40 000 morts. On a une population de 2 millions de personnes déplacées. Et au-delà du Hamas, c'est aussi la Maison-Blanche qui avait confirmé la mort de plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens dans la bande de Gaza. Oui, et l'autre acteur, pardon, vous avez raison, c'est les acteurs extérieurs, égyptiens, qataris et américains. On le disait tout à l'heure, pour Joe Biden, ce serait une victoire importante de terminer sa vie politique, parce que dans quelques mois, il ne sera plus du tout aux affaires.
par quelque chose qui ressemblerait à une poignée de main à la Maison-Blanche. Alors pas entre la Hamas et Israël, mais en tout cas de pouvoir dire j'ai arrêté la guerre à Gaza, nous avons réussi à sauver un certain nombre d'otages. Malheureusement, ce nombre sera forcément limité. Mais si Biden pouvait terminer 60 ans de carrière politique en disant nous avons arrêter la guerre à Gaza, ce serait évidemment très symbolique pour lui. Vous parliez des manifestations des familles d'otages le samedi soir. Il y en a eu une aussi hier soir à Tel Aviv. Écoutez, ces familles qui continuent de demander la libération des otages de la bande de Gaza. Malheureusement pour nous, le gouvernement israélien ne fait pas de son mieux. Il traîne les pieds, il torpille sa propre initiative, tout cela pour des raisons politiques. Nous tenons à remercier l'administration américaine d'avoir fait pression sur les deux parties pour qu'elles signent un accord maintenant. Nos proches souffrent encore et il n'y a pas de temps à perdre. Anthony Blinken, please. Anthony Blinken, s'il vous plaît, poussez Netanyahou à conclure un accord à tout prix, parce que je veux que mon fils soit libre. Je veux que mon fils rentre à la maison. Oui, donc on le voyait, ces manifestations qui ne cessent pas à Tel Aviv. Vous imaginez l'urgence pour ces familles, jour après jour. Enfin, on en est à 10 mois, c'est un traumatisme absolument terrible. Je rappelle qu'il y a 2 Français encore otages dans la bande de Gaza, sans qu'on sache s'ils sont vivants ou pas. Enfin, évidemment, les autorités françaises ne communiquent pas là-dessus, mais Ofer Calderon et Ouad Yaoulomi, dont les enfants avaient été libérés. Exactement, il y a quelques mois. encore 2 Français détenus à Gaza aujourd'hui. Et pour rappeler aussi, c'est un tout petit pays, donc les familles, souvent tout le monde a un enfant, un ami, un cousin qui a été tué ou qui a été pris en otage. C'est tout le pays, parce que c'est pas que les familles qui sont dans la rue. C'est vraiment une mobilisation générale d'une certaine partie de la population, mais qui devient de plus en plus grande, qui appelle très clairement à la libération des otages, parce que tout le monde a très peur, mais aussi aux élections, parce que on voit que c'est pas la priorité de Netanyahou de faire revenir les otages. Et c'est très inquiétant pour une bonne partie de la population. Oui, et ce qui est compliqué aussi, on le disait tout à l'heure, Vincent Crouzet, c'est que quand ils sont décédés, les otages, on ne sait pas si finalement ils ont été abattus par le Hamas ou s'ils ont péri sous les bombes, parce qu'on sait aussi que la bande de Gaza est bien toujours très régulièrement bombardée. Ouais, c'est une situation très compliquée. Il y a une véritable distorsion déjà dans la stratégie israélienne, puisque objectif libération des otages, mais aussi d'un autre côté bombardement et frappe sur des points stratégiques du Hamas qui sont souvent abrités derrière un bouclier humain. Donc ça pose un véritable problème. Dans les premières semaines, il y avait énormément de précautions qui étaient prises, notamment sur les invasions des tunnels, avec l'usage de robots, de caméras serpents, etc., pour pouvoir progresser de manière extrêmement précautionneuse. Aujourd'hui, le problème, c'est que plus la poche se rétrécit dans Gaza, plus la densité humaine est forte et plus l'opérabilité en fait des forces spéciales israéliennes est compliquée. Donc effectivement, ça complique le travail. Néanmoins, est-ce qu'il y avait une autre façon de faire ? L'autre façon de faire, c'était d'accorder une véritable trêve, c'est-à-dire que les Israéliens prennent sur eux en fait d'accepter une trêve de leur côté, une certaine respiration à Gaza. En fait, on est en pleine schizophrénie, parce que les Israéliens, en fait, ils négocient avec les gens qui vont éliminer demain. Donc c'est assez exceptionnel comme situation. Et du côté du Hamas, les leaders du Hamas négocient avec leurs futurs assassins. Donc vous voyez, en termes de confiance, c'est quand même, on est dans une situation quand même assez compliquée pour instaurer en fait un climat de confiance entre les deux parties. Mais pardon Vincent, ce scénario que vous évoquiez, à savoir un calme relatif qui permet des échanges, il a eu lieu en novembre. Souvenez-vous, pendant une semaine, il y a eu des échanges. Il y a eu un cessez-le-feu qui a duré ce qu'il a duré, mais qui a permis d'une part la libération de certains otages. Enfin, on se souvient tous de ces images absolument incroyables de ces jeunes gens, notamment de ces jeunes femmes qui sortaient par la frontière égyptienne et puis qui étaient ensuite héliportées jusqu'à des hôpitaux de Tel Aviv. Je pense à Miachem, par exemple, cet otage franco-israélien. Donc, il y a eu, à un moment donné, pendant quelques jours, la possibilité de négociation pour arrêter les combats provisoirement et pour libérer un certain nombre d'otages et de prisonniers palestiniens. Donc ça a été possible en novembre. Ça semble plus compliqué aujourd'hui. Juste sur cette question un peu militaire aussi, parce qu'il y a beaucoup de divisions aussi, on n'en parle peut-être pas assez, entre l'appareil militaire, entre l'armée qui n'est pas
du tout d'accord non plus avec la stratégie de Netanyahou, qui a dit même il y a quelques semaines, il y a eu des fuites où dans une réunion ils ont dit en fait vous avez qu'à nous dire si vous voulez pas faire revenir des otages, ça serait plus facile quand on va négocier. Alors, une des problèmes qu'on a eu aussi au mois de novembre, c'est au lieu de garder le territoire, notamment à Khan Younes, ils sont descendus vers Rafah en se disant on va faire des grandes opérations sans nécessairement garder le terrain. Enfin, c'était toute une stratégie, mais du coup on a vu le Hamas aussi revenir dans des poches et donc pas de contrôle de ces fameux tunnels, parfois, en tout cas pas assez de contrôle, ce qui a fait aussi un problème opérationnel et ce qui a permis aussi au Hamas de reprendre en quelque sorte dans certains endroits. Est-ce qu'on peut imaginer que l'arrivée de Kamala Harris au pouvoir à la Maison-Blanche, puisque vous disiez que Joe Biden, Grégory Phillips, vous disiez que Joe Biden voulait finir sur cette note positive et peut-être obtenir la libération totale des otages. Est-ce que dans ces cas-là, c'est pas Kamala Harris qui pourrait l'obtenir plus facilement? On sait qu'elle a été plus dure face à Netanyahou. Bon, d'abord, il faut qu'elle soit élue. Si d'aventure elle était élue, elle ne serait pas au pouvoir avant le 20 janvier 2025. Donc, vous voyez que c'est pas demain et que par rapport à l'urgence dont on parlait pour les familles d'otages, pour les civils gazaouis qui vivent un enfer, qui sont déplacés de zones humanitaire entre guillemets en zone humanitaire, l'urgence est beaucoup plus grande que ce qui peut se passer à la fin du mois de janvier 2025.